Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 10 février 2024, il est 8h et nous allons vous accompagner comme d'habitude jusqu'à 9h30. Amel l'arrivée est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Elle va bien, Amel. Ouais. Très bonne Tu humeur. vois la carte là? Elles sont encore beaucoup plus jolies que celles Qu'hier, d'hier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elles sont plus beaucoup sombres. plus jolies, beaucoup plus sombres, beaucoup plus variées. Exactement. N'est-ce pas? Il y a beaucoup à Avec dire. Beaucoup de belles nouvelles. Ah oui, il y a beaucoup à dire. On va les partager avec vous dans un petit moment, hein, ce qui est sûr. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Galgassel qui vient nous rejoindre chaque samedi, il va revenir sur une autre personnalité. Donc comme chaque samedi, cette fois-ci, il s'agit de Mohamed Hassan Fodala, lui qui est élève de Ibn Badis. Donc on n'est pas un personnage très récent. Ah oui. Voilà, donc comme je vous le disais, élève de Ibn Badis, mais aussi il est considéré comme l'historien de l'Islah parce que justement après sa retraite, il a édité plusieurs livres où il retrace un petit peu tout ce qui a trait à l'Islah et surtout toutes les personnalités, une bibliographie de toutes les personnalités qui ont travaillé sur l'Islah. Mais sinon, Amel, oui. La main verte? J'adore. Ah oui. Ah, j'adorais moi. Ah bah c'est vrai. On en parlait tout à l'heure avec Amel. Voilà, on ne peut pas ne pas avoir la main verte parce qu'on adore la pluie, comme toi. Hein. Oui, ah, j'adore. N'est-ce pas? Et j'adore aussi quand tu vois la plante pousser. Voilà. Tu lui parles? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pars pas. Mais paraît-il, ça marche. Ah bon? Paraît-il. C'est ce qu'ils... Ah ouais. C'est ce Paraît-il, qu'ils ça disent. marche. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. Il y a la Après, musique aussi. Il y a la musique aussi. Ils remettent aussi la musique. Oui. Ouais. Eh ben voilà, si je te pose la question, tout On va simplement l'expérimenter. parce que chaque samedi, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Tu nous diras d'ici. Alors, tu vas commencer à planter dès maintenant, hein, les plantations pour les Tout avoir. à l'heure, je vais voir avec printemps. Amel parce que c'est. Voilà. Elle a fait de l'agronomie. Voilà, Amel, c'est notre On va lui guide, demander, finalement, en ouais. agronomie. Et justement, Notre agronome. chaque samedi, nous aurons donc Khawla qui sera parmi nous, elle qui va nous parler justement d'environnement, elle va nous parler de tout cet environnement vert. Et aujourd'hui, elle s'intéresse à une étape très importante d'ailleurs pour avoir de très jolies plantations, c'est la préparation de la terre. Ah d'accord. Voilà, alors on commence par le début. Hein. C'est cette période-là? Ah, on lui posera la question. Ouais. On lui posera la question. C'est pas l'automne? Si? Je sais pas. Alors on va lui poser la question. Après je sais aussi que tout dépend donc des plantes, tout dépend des plantations, tout dépend des fruits et légumes. Et voilà. Elle nous dira un peu plus de détails. Hein. Je vais regarder tout à l'heure. Dans un petit moment. Aujourd'hui, elle va s'intéresser à comment préparer la terre, parce que ça commence de là, hein, finalement. D'accord. Donc on a beau avoir de très beaux plants, si on n'a pas la terre qu'il faut, bah oui, n'est-ce pas? J'imagine, la terre fertile, une bonne terre, exactement. Effectivement, et ce sera donc le sujet de Khawla Aminazeri. Elle sera parmi nous ce matin comme chaque samedi et elle va parler d'un sujet très très intéressant, j'imagine qui t'intéresse, hein, toi qui adores la maison, qui adore les rangements. Oui. L'Antiquité? Un peu. Mais c'est joli à voir. Moi je suis plus moderne. Hein, d'accord, mais c'est très joli à voir l'Antiquité. Ouais. Voilà. Bon, on ne va pas vraiment parler d'Antiquité, mais on va beaucoup plus parler de la préservation de l'art, de la préservation donc, du patrimoine. Et cette fois-ci, elle va avoir un ébéniste avec nous. Un ébéniste assez connu, hein, donc ceux qui ont l'habitude de visiter la Casbah ou de regarder, connu, voilà, très connu. Donc Khaled Mahiout, lui qui est ébéniste, lui justement qui donne une deuxième vie, hein, carrément aux objets, aux meubles, comme il en fabrique d'ailleurs des nouveaux. Voilà, donc il restaure, il en fabrique aussi des nouveaux. Il sera parmi nous ce matin. Mais sinon, sur le plan santé, ce matin, nous allons nous intéresser à un autre dossier, un dossier qui prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement. Amel, ces derniers temps, on va parler du cancer, mais du cancer d'une manière générale. Mais il y a beaucoup de types de cancers qui sont en explosion, malheureusement. On sait très bien que le cancer du sein, c'est déjà numéro 1, mais très vite rejoint par le cancer du côlon aussi, par le cancer du poumon, malheureusement. Alors, comment prévenir, comment prendre en charge et surtout aller faire le dépistage précoce pour ce genre de cancer, nous en parlons ce matin. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi et à Marie Maka qui l'ont programmé pour nous, mais sinon, tu vas nous annoncer de très belles nouvelles aujourd'hui. Ah oui. J'ai hâte. Moi aussi. Wallah, moi aussi. Allez, ce sera juste après cela. Allez, allons-y. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية.
موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors il y a un adage très intéressant qui dit lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent. Ça s'applique très très bien sur toi, Amel. Ah oui, oui, franchement, n'est-ce pas? Alors quand la pluie tombe, alors Amel, c'est un autre personnage. Oui. C'est un autre personnage. Alors elle est pressée de faire sa météo, elle est pressée d'annoncer la pluie, joyeuse, oui, n'est-ce pas? Mais dès que je vois le soleil, c'est pas ça, non. Même en mois d'août, même quand elle voit le soleil. J'aime pas l'été. J'aime pas l'été. Oui. Non, je suis pas très été. Moi, j'adore toutes les saisons à leur place. Voilà. En résumé, à leur place. Mais j'aime pas l'été en tout cas. Même si c'est à leur place, moi, j'aime pas l'été. Bon, c'est vrai qu'une ville côtière comme nous sommes, l'été c'est très pénible avec le taux d'humidité qu'on a eu et qu'on va avoir aussi cette année. Voilà. Mais bon, en attendant, n'est-ce pas, profitons de la journée d'aujourd'hui, des bonnes nouvelles d'aujourd'hui. De la journée actuelle. Voilà, allez, vas-y, c'est à toi. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le facteur le plus important, c'est la vigilance orange concernant les vents assez forts sur une grande partie des régions ouest, centre du pays où les vents vont arriver jusqu'à même 80 km/h sur les côtes ouest et centre, donc soyez vigilants. Également vers l'intérieur où on aura quelques particules de sable en suspension sur le plateau de l'ouest, le centre, revenant au temps. Eh bien on aura un ciel plutôt nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, accompagné de pluies localement assez marquées, parfois aussi orageuses, et qui seront parfois accompagnées de chutes de grêle, donc soyez prudents. Et à noter aussi quelques flocons de neige, mais en soirée cette fois-ci, sur les monts du centre-est et est du pays. Par contre, à l'est, eh bien, on aura un ciel souvent voilé à nuageux, avec toujours des vents forts sur les côtes est et quelques pluies sur les hauts plateaux. La moitié sud, le plus souvent voilée, vers la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, mais ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé. Et à noter aussi des vents forts sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, également le Sahara central, où les vents arriveront jusqu'à 50 km/h, qui va engendrer des sondes de sable et la visibilité risque d'être très réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents. Les températures, quant à elles vont baisser par rapport à hier. Le minimum 11 degrés à Albion, 12 à Djelfa, 13 à Tiaret, 14 Constantine, Sétif, 15 degrés à Batna, 16 degrés Tizi Ouzou, 19 Falgé, Oran, 18 à Tlemcen, 21 à Naba. Au sud, 16 degrés du côté de Biskra, 22 Béchar, 23 Gardaya, 25 à Tamanrasset, également Tindouf, 29 à Ilizi et Adrar, 31 Insalah, Ingezam et 32 degrés le maximum à Borj Bedjimourtab. La mer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vents seront forts, une mer très agitée, parfois forte, sur les côtes ouest et centre, agitée sur les côtes est. Les vents vont arriver jusqu'à 80 km/h sur les côtes centre et seront de secteur ouest à sud-ouest. Sud-ouest également sur les côtes ouest et les vents arriveront jusqu'à 70 km/h et 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest également. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera plutôt nuageux. Vers Berlin également, Vienne, Londres, Istanbul, des pluies prévues à Paris, également Madrid, Rome, quelques flocons de neige vers Kiev, des passages nuageux à Moscou et à noter des températures négatives à Moscou avec moins 16 degrés, et oui, moins 16, 3 à Kiev, 11 à Berlin, 11 également à Londres, 10 degrés à Paris, 14 à Rome, 9 seulement à Madrid et enfin 16 degrés Istanbul et Vienne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Comme on disait. Alors, Amel souhaiterait aller passer ses vacances à Moscou, en tout cas, à moins 16 degrés. Mais quelques jours, hein. Quelques jours. Pas trop. Faut pas exagérer. Alors, Amel, elle aime bien l'hiver, elle aime bien la pluie, mais modérée, hein. Très modérée. Les pluies méditerranéennes, hein, les températures méditerranéennes. Exactement. Voilà. Moins 16, je sais pas. Allez, on te lâchera pour quelques jours de vacances. Allez, bien, merci. Voilà.
Dès que Mina rentrera. Voilà, dès que Mina rentrera, Voilà. tu nous ramèneras un peu plus de froid, un peu plus de pluie. Pourquoi pas? Voilà. Donc on note finalement une légère baisse de température, particulièrement à l'intérieur du pays. Donc on retrouve les températures hivernales, à Al-Bayad, oui, même le soir. Hein. Même le soir. Avec l'arrivée de la neige, Inch'Allah, sur les sommets du centre-est et l'est. Voilà, on rappelle le point vigilance, Amel. Ah, surtout les vents pour aujourd'hui. C'est vers le sud et également à l'ouest et au centre. Voilà, donc vigilance, faire très attention, surtout mais en bord de mer aussi. Les routiers. Faites très attention. Pour les pêcheurs, pour les oui. Donc s'ils peuvent ne pas franchement sortir, ça serait bien. Voilà, ce serait bien. Donc c'est mon montagne. Une mer vraiment très forte. Hein. Très forte. On a vu jusqu'à 80 km/h. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Amel, pour ces bonnes nouvelles donc, du matin. À d'autres nouvelles. À d'autres nouvelles. Donc après journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Merci beaucoup, Amel. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on continue. Ça va être chanson qu'on vous propose et on se retrouve juste après. خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا نادانا البحر ويوم سحر فهيأناه المزنابا يلمح في الخاطر أضيافا قمنا بالشوق حكايافا فجرا أطلعنا زمزا وشراعا قطعنا والشاطئ ضاع هل كان الصيد وفيرا وغنمنا منه كثيرا قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء لكن في الليل جاءتنا الريح يا عاصفة هوجاء وصلت ماء بسماء عاصفة البحر الليلية قطعان ذئاب بحرية أنزلنا الصاري أمسكنا المجزام نقسو ونداري والموت بنا طاف قاومنا الموج الغاضب غوضنا البحر الصاخب وتشد وتعنف أيدينا ويشد القارب ويومها قالوا إننا ضائعون إننا هالكون في الأبد البارد لكننا عدنا مع الصباح جئنا من الرياح كما يجيء المارد. Et voilà, de retour sur le plateau. Et comme je vous le disais, ce matin, donc dossier santé, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cancer, aux différents types de cancers, mais surtout cette explosion, malheureusement, du cancer en Algérie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Dr Abbas Mchdel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue. Oui. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de cancer. C'est vrai qu'habituellement, on se concentre sur un cancer particulier, mais là, on a juste l'impression que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux chiffres, par rapport aux statistiques que nous sommes en train d'avoir en ce moment, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait. Au fait, nous revenons sur ce sujet à l'occasion de la semaine qui a été consacrée à la sensibilisation par rapport au cancer en général, qui a été initiée par les autorités et qui, au final, lorsqu'on fait un petit peu le bilan des nouveaux chiffres, en rapport avec les cancers en général en Algérie, nous constatons une évolution assez remarquable, une courbe qui est ascendante, qui est très alarmante. Alors, ces chiffres-là sont significatifs et doivent nous interpeller sur un certain nombre de mesures, un certain nombre d'attitudes, que ce soit au sein des universités, des services hospitalo-universitaires, concernant les travaux de recherche au sein des sociétés savantes, mais aussi au niveau de la société
en général pour initier un travail de sensibilisation et une prise de conscience par rapport spécialement aux facteurs de risque et aux raisons, pour simplifier un petit peu les choses, aux raisons qui ont poussé à l'apparition de ces chiffres alarmants de cancer en Algérie. Alors, on sait très bien qu'en Algérie, le cancer numéro 1, c'est le cancer du sein, mais le cancer du sein est très vite rattrapé par d'autres types de cancers, malheureusement. Alors, quels sont les types de cancers qui prennent de plus en plus d'ampleur en Algérie? Alors, il y a le cancer du sein avec 14 000 nouveaux cas. Chaque en Algérie, chaque année, énorme. 14 000 nouveaux cas. En général, les cancers en Algérie sont de l'ordre de 50 000 nouveaux cas par an. Nous sommes loin des top 10 dans le monde et ça a des raisons. Et heureusement d'ailleurs, Heureusement, petite parenthèse, les chiffres les plus élevés, qui peuvent aller jusqu'à 400 000 nouveaux cas par an, sont enregistrés dans les pays les plus développés, les plus industrialisés. Ça a une signification, une explication bien sûr. Comme vous le dites, il y a aussi le cancer bronchique. Les cancers du poumon, parce qu'il y a plusieurs variétés, types, oui. mais qui sont pratiquement tous liés à la consommation du tabac, au tabagisme, qu'il soit actif ou passif, plus actif que passif, mais les deux situations exposent au cancer du poumon. Dans un troisième plan aussi, non pratiquement dans le même niveau, les cancers colorectaux, cancer du côlon et du rectum, qui connaissent carrément une flambée, une évolution exponentielle qui est constatée par les spécialistes, dont nous ignorons les raisons. Au fait, nous connaissons la pathogénie, les causes, les étiologies de développement des cancers du côlon et du rectum, mais qu'est-ce qui a fait que cette évolution soit aussi importante dans notre société? C'est certainement en raison de nos habitudes de tous les jours, nos habitudes alimentaires, à notre environnement, à notre hygiène de vie en général. C'est directement On s'éloigne de lié. l'essentiel. Pardon? On s'éloigne de l'essentiel. On s'éloigne de Sur le plan l'essentiel. hygiène de vie. Absolument, oui, oui, oui. On s'éloigne de l'essentiel. On va revenir à ça si vous voulez. Et dans un autre plan, il y a le cancer de la prostate. Il est beaucoup plus diagnostiqué parce que, oui, il est présent, il a toujours été là, le cancer de la prostate en tous les cas. Mais ce sont les moyens de diagnostic et les stratégies de dépistage qui se mettent petit à petit en place chez nous. La généralisation des consultations en neurologie, les dosages de PSA, l'usage de l'IRM de la prostate fait que les chiffres de cancer de la prostate diagnostiqués sont en hausse. Alors justement, dans votre métier, dans votre quotidien en tant que radiologue, vous me disiez que le cancer malheureusement est devenu votre quotidien. Vous, les médecins, donc vous avez minimum 2-3 cancers chaque jour, ça reste quand même énorme. Mais sinon, qu'en est-il finalement j'ai envie de dire, de l'aspect psychologique d'abord, avant de parler de la prise en charge médicale, mais qu'en est-il de l'aspect psychologique, donc pour venir annoncer déjà toute la problématique elle-même et donc pour pouvoir après avoir le protocole médical? Il faut avouer que c'est très compliqué d'annoncer à un patient qu'il a un cancer. C'est une maladie qui est liée à des complications, qui met à moyen et à long terme le pronostic vital de la personne en jeu. C'est assez compliqué d'annoncer une maladie pareille. C'est pour cela qu'il faut faire usage d'une certaine pédagogie, de toutes les façons, d'une certaine pédagogie dans l'annonce de la maladie. Pour être très objectif, le cancer, une fois diagnostiqué à temps et pris en charge, il peut être totalement maîtrisé. Le meilleur exemple, c'est les cancers in situ, les carcinomes in situ du sein, qui sont, lorsqu'ils sont diagnostiqués à temps, la patiente, on peut lui faire la promesse d'une guérison, carrément. Ça reste le cas uniquement des cancers in situ, non invasifs. Je disais qu'il fallait de la pédagogie dans l'annonce de la maladie. Les patients, alors ça dépend des profils des patients. Il y a des patients qui sont instruits, qui admettent plus facilement, ou parfois c'est même pas une question d'instruction, qui sont préparés psychologiquement à une annonce pareille. D'autres personnes, il faut essayer d'utiliser les bons termes, mais surtout essayer d'exposer le projet thérapeutique qu'il y a après l'annonce de la maladie et de dire d'une façon ou d'une autre, à chaque patient son profil, que l'annonce de cette maladie n'est pas la fin du monde, qu'il y a toute une démarche thérapeutique
qui va suivre cette annonce, qui va lui permettre de faire face à ce problème de santé. Ça va prendre quelques mois, une année, peut-être un peu plus, mais dans la mesure où le patient adhère à la thérapeutique, c'est très important, tant sur le plan physique, logistique, etc., que sur le plan psychologique. Si le patient adhère à ce qu'on lui propose comme traitement, c'est une bonne partie de la bataille qui est gagnée. Alors, justement, une fois que l'annonce est faite et qu'on assure quand même que le patient est prêt à suivre le protocole, parce qu'il faut qu'il donne de lui-même aussi et d'être surtout sérieux par rapport à ce protocole que vous proposez. Le protocole, par la suite, il est pluridisciplinaire. Donc, il y a plusieurs spécialités qui entrent en jeu, plusieurs médecins qui entrent en jeu. Et là, ça dépend un petit peu de la collaboration, de la complicité entre le corps médical et surtout pour que le patient soit un peu plus à l'aise, on va dire, avec ce protocole et surtout qu'il ne sera pas perdu entre les différents médecins, entre les différents avis et les différentes disponibilités, surtout donc les différentes spécialités, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Au fait, là est toute la lourdeur de la prise en charge d'un cancer, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule discipline ou le plus souvent, il s'agit de plusieurs dispositifs thérapeutiques. Un traitement qui est chirurgical, ça dépend des cancers évidemment. Et un traitement chirurgical suivi ou précédé par de la chimiothérapie, donc un traitement médicamenteux. La radiothérapie, elle a sa place. Parfois, la rééducation fonctionnelle vient compléter le protocole de traitement. Mais vous le dites très très bien, là aussi, c'est un autre aspect qu'il faut prendre en charge dans la mise en place des politiques de lutte contre le cancer, c'est de faciliter les circuits par lesquels les patients passent pour être pris en charge. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un parcours du combattant. Oui. En l'occurrence en Algérie. La lutte contre la maladie pour une personne atteinte du cancer relève du parcours du combattant. Tant sur le plan financier parce que nos hôpitaux sont surchargés, les structures de l'État ne peuvent pas tout prendre en charge, quand bien même les prises en charge sont gratuites. En tous les cas, en termes de bilan, de radiologie, ce sont des examens qui sont coûteux pour les patients. Après, comme vous le dites, les circuits, les connexions entre les différents services qui prennent en charge les patients ne sont pas toujours bien établis. Assez souvent, le patient il passe d'un service de chirurgie, à titre d'exemple, à un service d'oncologie avec une petite lettre et tout son dossier qui va aller se débrouiller tout seul. Ça aussi, c'est un aspect qui doit être pris en charge, en l'occurrence par le plan cancer, qui doit créer des circuits de prise en charge entre les différents services, les différentes disciplines. Le premier moyen logistique qui commence à être amorcé, c'est la numérisation des dossiers des patients. C'est-à-dire, le patient, une fois pris en charge dans un hôpital, il y a un dossier électronique qui est créé et qui doit être partagé par les différents services qui doivent s'occuper de ce patient jusqu'à la fin de son parcours. Ce n'est pas encore gagné chez nous. Les familles sont assez perdues, parfois découragées. C'est pour cela que nous essayons, avec votre aide, les médias, d'encourager les patients pour ne pas baisser les bras, pour continuer, pour s'adresser à leurs médecins, pour leur poser des questions, pour essayer de s'organiser entre eux aussi, pour échanger leurs expériences, trouver les meilleurs circuits pour se faciliter la tâche à chaque fois, pour ne pas être perdu, pour partager des informations et évidemment avoir plus de volonté de continuer à se faire traiter. Certainement. Alors ça, c'est un peu, on va dire, le parcours du combattant que le patient va suivre, mais d'un autre côté, il y a aussi l'accès au traitement. Alors, connaît-il justement l'accès aux médicaments, l'accès au traitement donc pour le traitement du cancer? Je reprends les témoignages des patients. Souvent, il y a des manques de médicaments. Oui. En termes de chimiothérapie, à titre d'exemple. L'immunothérapie commence à être installée, ce sont des traitements innovants. Il y a une démarche il y a un projet de généralisation de l'utilisation de l'immunothérapie et des thérapies ciblées en Algérie. C'est quelque chose de très très positif. Ce sont des médicaments qui améliorent considérablement le pronostic des cancers, notamment
au stade métastatique. Il y a quelques années, un patient avec une seule métastase est condamné. On va dire qu'on n'a absolument rien à faire pour lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des médicaments qui améliorent considérablement le pronostic de la maladie. Donc, ce sont des médicaments qui sont en train d'être mis à la disposition des patients avec des insuffisances. En termes de radiothérapie, il faut avouer que comparé à 10-15 ans en arrière, il y a énormément de centres de radiothérapie qui ont été installés. Reste, comme vous le dites, le problème de coordination entre les patients qui se pose avec acuité. Je veux dire, un patient qui est d'Alger ou qui est, à titre d'exemple, d'une wilaya du Nord, qui a un rendez-vous de radiothérapie dans une wilaya de l'intérieur du pays, c'est bien. Mais est-ce que ce patient pourra faire le trajet tous les jours? Oui. Comment il va faire pour la logistique sur place, tout en sachant que sa prise en charge en radiothérapie ne va pas prendre une seule séance, ce sont plusieurs séances sur une durée de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des cancers. C'est-à-dire ce sont des questions auxquelles nous devons trouver des réponses. Nous devons installer une logistique qui permet aux patients d'aller dans une autre wilaya de l'Algérie. L'Algérie est grande, il y a les moyens de les prendre en charge. Il y a des disparités de nombre de patients entre le nord et l'intérieur du pays, mais nous devons mettre les moyens à ces patients qui sont déjà malades, qui sont très fatigués, qui sortent d'interventions chirurgicales lourdes, de cures de chimiothérapie assez lourdes, qui ont des délais de prise en charge. Nous ne pouvons pas leur demander d'aller dans d'autres wilayas, compter sur des associations de solidarité et de leur dire débrouillez-vous comme vous voulez pour être pris en charge. Donc ce sont des questions sur lesquelles les autorités, la société en général, doit trouver des solutions. Mais sinon, reste le seul moyen de prévention, le dépistage. On va peut-être terminer sur ça. Le dépistage pour les cancers qui sont dépistables, en l'occurrence le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer colorectal, parce qu'on peut le dépister aussi. Là aussi, on doit définir des critères de dépistage pour le cancer colorectal, parce qu'on venait de dire que les chiffres sont très très élevés. Oui, le dépistage améliore considérablement le pronostic et améliore la qualité de prise en charge, parce qu'un cancer qui est diagnostiqué à un stade précoce, il va nécessiter moins de moyens, en tout cas moins d'agressivité, je veux dire, en termes de traitement, qu'un cancer évolué. Donc oui, comme vous le dites, le dépistage, mais aussi la lutte contre les facteurs de risque. Oui. Retour à une alimentation saine. Nous sommes un pays méditerranéen. Pourquoi on ne revient pas à notre fameux régime méditerranéen qui est basé sur les fruits, légumes, huile d'olive et consommation d'eau, tout simplement, au lieu des sodas. Éviter les sucreries, revenir encourager et faciliter l'accès à l'activité physique. Créer des espaces de sport, tout simplement, à la portée des hommes, des femmes, des enfants, et encourager ça au sein de la société. Ce n'est qu'avec la lutte contre les cancers, les facteurs de risque des cancers, qu'on pourra agir sur les chiffres alarmants d'aujourd'hui. Réduire surtout les chiffres. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Merci à ce vous matin, surtout. On vous libère, vos patients vous attendent parce que vous travaillez aujourd'hui, vous n'avez pas de week-end, hein, finalement. Non. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle, docteur Abbas Mejdel, vous êtes radiologue. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Avec et plaisir. On continue. Alors, vous le savez, Canal Algérie et le monde médiatique algérien a perdu un autre pilier, malheureusement, Sophia Chouban, qui, elle, a consacré toute sa vie jusqu'au dernier souffle. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier souffle, Sophia Chouban n'a pas quitté son micro ni sa table de montage. C'est un hommage qu'on lui rend aujourd'hui au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de la Régie 7, de Canal Algérie aussi. Elle nous a quitté jeudi, et on va revenir sur l'un de ses plus beaux reportages, on va dire, qu'elle a rendu hommage à un autre médecin d'ailleurs qui a marqué on va dire, la révolution algérienne. Il s'agit de Frantz Fanon. Je vous laisse voir cet hommage et on se retrouve juste après. Son instruction, d'abord au lycée,
mais il est marqué très tôt par l'influence de deux écrivains, Aimé Césaire et Jean-Paul Sartre. Il s'engagea dès lors dans l'armée française pour combattre l'ennemi nazi. Après la guerre, Frantz Fanon entame des études supérieures et devient médecin en 1951. En même temps, il manifesta son intérêt accru pour les luttes politiques et anticolonialistes. Frantz Fanon, médecin à qui les portes s'ouvraient, qui a démissionné pour monter au maquis, rejoindre et défendre des idées pour l'Algérie, mais qui sont des idées universelles. C'est en 1953 que Frantz Fanon fut nommé médecin en chef à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. C'est à partir de ce moment-là qu'il entreprend une exploration des mythes et traditions de la culture algérienne. Sont les damnés de la terre, Peau noire et masque blanc, et l'an 5 de la Révolution. À cet effet, ce livre est un témoignage clé de la période la plus tumultueuse de l'histoire algérienne. D'ailleurs, le livre qu'il a écrit en 1959, qui a été édité chez Maspero, l'an 5 de la Révolution, ou sociologie de la Révolution, d'ailleurs, il est un exemple criant sur ça, parce que le titre original qu'il a proposé, lui, à François Maspero, ce n'était pas ce titre-là, mais c'était Réalité de la nation algérienne. Frantz Fanon ne s'est pas intéressé uniquement aux questions médicales ou psychiatriques. Il s'est penché sur les aspects psychologiques et socioculturels de la société algérienne. Ça a été le déclenchement de l'engagement de mon père pour la lutte de libération nationale s'est opéré à son arrivée à l'hôpital psychiatrique de Blida en 1953 avec ma mère. Le médecin était d'un soutien indéfectible à la cause algérienne, notamment sur le front diplomatique. En 1959, Fanon fait partie de la délégation du GPRA au congrès panafricain d'Accra. Une année plus tard, il fut nommé ambassadeur au Ghana tout en conservant sa nationalité algérienne. Pour Fanon, l'indépendance doit être entière et non un jeu d'écriture. Il a milité pour que toutes les couches populaires d'une nation puissent bénéficier à l'accès Frantz Fanon a déclaré de son vivant que le bien le plus précieux est l'homme, seulement à quelques mois de l'indépendance du pays. Et voilà, c'était donc Sophia Chouban, une belle voix qui va nous manquer en tout cas. Et voilà, et à présent, notre ami Ahmed Ghali est parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Tu l'as connue, Sophia Chouban? Oui, je l'ai croisée dans les coulisses. Elle ne passe pas inaperçue, Sophia. Non, pas du tout. Très sociable, elle parle à tout le monde. Caractère spécial, exactement. Voilà. Je me rappelle avec Sophia Chouban, lorsque je suis rentrée, mais vraiment toute nouvelle. Quand on voit la personne, oui. Et on a l'habitude d'écouter la voix, oui. Mais quand on voit la personne, on se dit, c'est pas, on se fait une idée. Voilà, on se fait une idée. Je me rappelle la première fois que je suis rentrée à la télévision, mais vraiment toute nouvelle, c'était mon tout premier papier, mon tout premier reportage. J'étais là, à sa rédaction en train d'écrire. Puis elle me fait, je peux lire? Je dis oui, bien sûr. Puis elle était là, elle me dit voilà, tu fais ceci, tu écris comme ça. Et après, je dis et vous êtes?
Bref, non, je suis une collègue et j'étais juste venue travailler. Je me suis dit, bon, allez, on va. Pour parler un petit peu de toute la générosité, finalement, de cette grande dame, donc vraiment, elle va beaucoup nous manquer à Canal Algérie. Alors aujourd'hui, alors habituellement, tu nous emmènes en voyage. Habituellement, c'est au 14e, au 15e, au 19e siècle, ça c'est le plus récent. Mais cette fois-ci, c'est une personnalité. C'est l'Algérie récente. Voilà, c'est l'Algérie récente. Exactement, parce que j'aime bien les personnes qui font quelque chose et qui en sont conscientes. Donc, qui à la fin retracent la trajectoire, retracent le cheminement. Comme ça, les gens qui viennent après, ils ont au moins des repères pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement islahiste en Algérie. Donc, on connaît à peu près les débuts, donc on connaît les grands noms, Ibn Badis, le Bachir Ibrahimi, l'Arbi Tbessi, le Urbi, et puis leurs élèves et leurs disciples. Mais on ne connaît pas dans le détail qu'est-ce qui s'est passé, donc le fin fond de l'histoire, on ne connaît pas. Mais il y a eu quand même des gens qui ont eu la présence d'esprit, ils ont été acteurs, ils sont devenus historiens du mouvement, et c'est entre autres les enfants de Cheikh Mohamed Saïd Abhaloul, les enfants Mohamed Hassan et Mohamed Tahar Foudala. Donc c'est des gens qui sont complètement consacrés à l'enseignement, à la vie culturelle, à l'intellectuel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Mohamed Hassan Foudala, parce qu'il a laissé deux grands ouvrages qui sont très importants dans l'histoire d'Algérie, des références dans l'histoire du mouvement culturel en Algérie pendant le XXe siècle. L'un c'était sur les biographies de Rijal Islah et le deuxième c'est sur les écoles. Donc voilà, on voit sa photo et on voit derrière, ça se voit, c'est des classes, il est dans une école parce qu'il a passé toute sa vie dans l'enseignement. Mohamed Hassan Foudala, il est né en 1914. Ils sont issus d'une famille de Marabtin, comme on dit en Kabylie, de la région de Ethwortilan. Leur père, donc, il est né au milieu du 19e siècle, donc il a fait ses études, donc il était dans les différentes zaouïas, il s'est déplacé comme lui, comme son père à lui, ses grands-parents, donc là où il y avait deux mondes d'études, d'enseignement, donc il se déplaçait pour enseigner. Il a très tôt épousé, malgré il était vieux, donc quand même, mais il a épousé quand même le mouvement Islah lui-même, donc il avait de très bons contacts avec Ibn Badis. Quoique Ibn Badis c'est une exception dans le mouvement islahiste parce qu'il était très bien, disons, avec tout le monde, donc il n'était pas catégorique dans sa façon de faire. Donc il avait de très bons contacts, une correspondance avec Cheikh Mohamed Saïd Abhaloul. Et quand ses enfants ont grandi, l'aîné Mohamed Hassan, il est né, on a dit, en 1914, donc il apprend chez lui, donc chez son père, il a appris le Coran, les rudiments de la langue, le moutoun, les premières connaissances, et il l'envoie étudier à Constantine chez Abdelhamid ibn Badis. Donc là, il y avait, à l'époque c'était le Jama' Sidi al-Khadar, qui est devenu le Jama' al-Khadar par la suite. Donc il a fait ses études, et là il termine, hop, il rentre directement dans l'enseignement. On l'envoie dans une nouvelle école qui venait d'être ouverte à Betna. Donc il est enseignant, et puis il se déplace. Il fait ici Shabiba, il fait Tahdib, il fait le Falah à Oran, il fait plusieurs écoles. Et après l'indépendance, il devient inspecteur, l'un des premiers formateurs des instituteurs à l'école de Bouzaréa. L'école normale, c'est ça? L'école normale de Bouzaréa. Pas pour je ne sais pas, à l'époque c'était les instituteurs, donc c'était pour les primaires, les écoles pour les enseignements du primaire et du moyen, pas du lycée. Je ne sais pas comment ça se passait, mais bon, il a été à Bouzaréa, il a formé, il est devenu inspecteur dans l'enseignement primaire, puis il a pris sa retraite en 89, je crois. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à écrire. Donc bien qu'il a écrit auparavant, donc il publiait dans les journaux de l'Islah. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a publié. Là, on voit une très vieille photo du vieux, Mohamed Saïd Abhaloul. Donc c'est le papa de Mohamed Hassan. Donc on le voit très vieux, devant. Et avant, il est avec un... Comment on appelle ça? Non, Mriouha. Ah, d'accord. Un éventail courant, voilà. Et on le voit, je pense qu'il y a même un chapelet dans sa main. Et ça, c'est sa photo
colorée, donc elle a été traitée, colorée. Encore une fois, on remercie les gens des réseaux sociaux qui mettent à notre disposition ces belles images. Donc, ils ont mis un peu de couleur dans une photo noir et blanc. Ça, c'est Cheikh Abahloul. Et puis, donc, Cheikh Mohamed Hassan Foudala. Et ce qui est bien avec les enfants Foudala, Mohamed Hassan, et on va faire peut-être par la suite son frère aussi, Mohamed Tahar, c'est qu'ils sont restés très fidèles à Ibn Badis. Donc, vraiment, ils se sont consacrés. Et donc, Mohamed Hassan, donc, en premier, il a publié un livre, ça c'est une dictée. Usul al-Fiqh, exactement. C'est un cours dicté par Abdelhamid bin Badis au moment où il enseignait, pendant les années 30, au moment où lui-même était étudiant, Mohamed Hassan Foudala. Donc, il leur dictait des résumés de cours. Donc, c'est comme les polycopes qu'on fait maintenant. Donc, par la suite, il a publié Usul al-Fiqh, Ayat wa Hadith al-Ahkam min Amali al-Ustad Abdelhamid bin Badis. Donc, quand même, il a participé. C'est un élément très important. L'une des traces d'Ibn Badis en tant qu'enseignant. Et puis, surtout que ça reste des traces fidèles, parce exactement, que c'était dicté, et donc c'est vraiment une seule main, on va dire. C'est dicté, donc c'est le premier élève qui va partager cela avec le grand public. Exactement, donc il a fait ça, puis il a publié, c'est vraiment, ça c'est un travail, c'est un travail. Combien ça coûte ce genre de travail. Donc c'est un ensemble de biographies. Il y a 4 tomes, donc s'il y a 4 tomes, donc s'il y a une trentaine de biographies dans chacun des tomes, donc ça fait 120. Et c'est des biographies qui n'existent pas, donc il faut les faire. Il faut donc commencer du néant, donc ex nihilo, et on va voir, on va chercher l'information chez les enfants, donc date de naissance, lieu de naissance, date de décès, lieu de décès, et puis le CV, donc toute sa vie, la vie du bonhomme, et il a fait ça. Donc tous les. Surtout qu'à chaque fois, Ahmed, à chaque rubrique, tu nous dis que malheureusement, il y a des écrits, des manuscrits qui disparaissent. Exactement. Et donc, ce sont des preuves aussi de l'existence de la personne, de son travail qui disparaît avec. Exactement. Et donc là, ça reste un travail titanesque, finalement. Ça, c'est très intéressant et ça nous permet de les exploiter et de développer par la suite. Il s'est aussi poser la question sur l'importance de l'enseignement. Donc, il a fait un livre de 4 tomes aussi sur l'enseignement libre que les Algériens ont été obligés de faire pour enseigner à leurs enfants, pour assurer la scolarité. L'enseignement libre, c'est quoi? C'est que c'est les Algériens, donc, puisque les autorités coloniales ne permettaient pas aux Algériens d'étudier. Donc là, on parle de la période coloniale. Coloniale, exactement. Donc les gens étaient obligés de se retrouver, les gens qui étaient un peu aisés. Donc ils créaient des écoles. Des fois, c'est une chambre. Donc, ils appellent ça Ta'lim al-Hur, parce qu'ils obéissaient à la loi de l'enseignement libre. Donc, Ta'lim al-Hur, donc ils ont créé des centaines peut-être d'écoles partout. Certaines ont été éphémères, d'autres existent jusqu'à présent, comme à Alger, il y a Madras Tehdib, il y a Madras Shabiba, qui font maintenant partie du réseau d'écoles primaires en Algérie, à Alger. Mais c'est des mécènes qui ont construit ces écoles. Donc, c'est des gens qui ont mis le paquet, donc qui ont cotisé. Au début, ils commencent par 1, 2, 3 classes, et puis on inclut les filles, on ramène, et puis l'instabilité de l'enseignement, et puis il y a les razzias du colonialisme, donc du rentre-dedans. Donc on envoie un bataillon qui casse tout, et on est obligé de refaire tout. Et puis elles ont été occupées pendant la guerre de libération. Donc c'est toute une histoire, ces écoles. Chaque école a une histoire. Il y a l'initiateur, et puis exactement. Et il y a la destinée, à la fin, la destinée de l'école. Donc, chaque lieu a son mektoub, a sa participation au mouvement national. Donc, tout ça nous a été archivé, nous a été documenté par Cheikh Hassan Foudala. Et c'est vraiment quelque chose, donc, il a beaucoup de mérite. Ayant fait ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est merveilleux. Ça nous permet d'avoir un travail. Et c'est ça, sa vie. Donc, il l'a consacré à l'enseignement. Puis, à la fin, il a quand même... Donc, il y a la dernière image. Donc, si on peut la montrer. Donc, j'ai trouvé dans les réseaux sociaux. C'est une belle image. Exactement. Donc, il y a une école primaire qui porte son nom à El Biar. Ils ont dû faire une activité, donc l'un des élèves a fait
on lui rend hommage. Donc, il n'y a pas le nom de l'élève, si c'est une fille ou un garçon. Peut-être au verso, généralement, Voilà, ils écrivent ils le nom, mettent. ouais. Donc, je me suis dit qu'en la mettant, c'est un joli clin d'œil à Cheikh Oui. Hassan Fodala Rabbi yarhamou. Donc voilà, son travail n'est pas terminé. Donc, et apparemment, il a laissé aussi des manuscrits, des travaux en chantier. Je ne sais pas si achevés ou pas, mais j'espère que... Toujours dans le même domaine? Je ne sais pas. On ne sait pas Aucune idée, encore, donc aucune idée sur ce qu'il a contenu, laissé sur- oui. comme travaux manuscrits. Donc, mais j'espère qu'un jour ils sortiront. Mais c'est quand même voilà. Donc c'est quand même très important ce qu'il a fait. Donc il y a aussi cette belle photo. Donc il y a les Oui. montagnes de Kabylie derrière. J'imagine qu'il doit être chez lui ou quelque part. Donc Voilà. voilà. Donc on rappelle Voilà. que lui Il est- et son frère aussi donc, ont fait un Mohamed Tahar. travail. Exactement. Mohamed Tahar Fodala, il a fait pratiquement dans la même chose, mais lui, il s'est consacré aux biographies de quelques personnes. Voilà. On va en parler, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais Cheikh Hassan Fodala, il a fait un travail d'ensemble, donc c'est des livres de biographie. Il est décédé à 83 ans, donc en 1997. Donc, Rabbi yarhamou wa Là, wasi' alayhi, Saleh. Rabbi Alors, jazah. il a fait plusieurs biographies pour plusieurs personnes qui ont marqué. Des dizaines au Voilà, moins, des hein, si ce dizaines. n'est des centaines. Voilà, Donc, pour qui ont marqué un petit peu. Donc, l'histoire, il mériterait aussi une Exactement. biographie. finalement. Exactement. J'espère que c'est un travail. Donc, qui va se consacrer à ça? Parce que retracer. C'est la son question qu'on chemin- se pose à Exactement. chaque fois, Ahmed, n'est-ce Oui. pas? Un appel aux universitaires, probablement? Non, je ne ferai jamais appel aux Oui. universitaires parce qu'ils ont leur façon de faire. Mais ça, c'est plutôt le travail, je me dis, De hein, chercheurs, de passionnés, journalistes. De journalistes. Les journalistes, en général ailleurs, donc c'est les journalistes qui se consacrent aux biographies. Donc, parce qu'ils rencontrent des gens, ils ont beaucoup de... Et puis, à la fin, ils entassent beaucoup d'archives, beaucoup de documents, et ils font ce genre de travail en général. Et puis, ils ont... le travail d'universitaire, il est un peu sec. Donc, c'est le travail académique, Oui. il n'est pas destiné au grand public. Le journaliste, non. Donc, il a une plume, il a un style qui est vraiment... abordable, qui est plaisant, c'est de la littérature et ça permet de... Donc il y a certains qui le font en Algérie, peut-être pas assez, mais j'espère que ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ahmed, toi, encore Anna. une fois pour cette très belle découverte. Notre découverte samedi prochain. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Ahmed. Merci à Donc, toi. des événements pour cette semaine? Oui, il y a eu au moins un événement, donc on a célébré l'Isra al-Mi'raj à la oui, mosquée. oui, c'est vrai. On a célébré donc... C'était la nuit du mercredi au jeudi. Exactement, donc on a fait, c'était la fiesta, donc à la mosquée de Bollorine, Oumma, Oui. et c'était merveilleux avec Cheikh Hamdan à chaque fois. La mosquée est devenue une cour d'école primaire. Oui. Donc il y avait des C'est petits... l'une des vocations de la mosquée. Non, mais finalement. c'était merveilleux. Donc Oui. il fallait voir. Donc c'était le chahut comme ça. Et à chaque fois, tu disais, tais-toi. Il te dit, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Et Oui. tu vois un petit comme ça, qui t'a ramené, mon frère, où est-ce qu'il est? Il est un peu plus, Un peu plus grand. d'une tête. Mais Il c'est l'a très ramené. intéressant, il y a une Et prise de ils ont eu conscience, tous il y a un intérêt. eu leur prix. Et le prix, c'était des livres. Oui. Donc, Cheikh Hamdan, vraiment, c'est magnifique ce qu'il a fait. Et cette fois, c'était vraiment grandiose. Vraiment, ça nous a tellement plu. Donc, il y avait aussi la conférence de notre collègue d'avis religieux, Cheikh Mohamed Aouaz. Oui. C'est lui qui a fait la conférence. Il y avait un grand public, la mosquée était fermée, de Maghreb à l'Aïcha. Donc, c'était magnifique. Ça, c'est un événement. Et j'espère que ça va se généraliser parce que, avant, il y a de cela 30 ans, donc toutes les mosquées célébraient l'Isra al-Mi'raj. Maintenant, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est un événement très important dans l'histoire de l'islam. Donc, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel. Oui. C'est quelque chose de magnifique. C'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, d'autres événements, Inch'Allah. Inch'Allah, Merci beaucoup, Ahmed. Donc, on se voit Merci samedi à toi, prochain Inch'Allah. pour une autre découverte. Merci Inch'Allah, beaucoup, ya Ahmed. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du jardin d'essai. On va aller faire un tour et c'est Lamia Boubouda qui nous propose et on se retrouve juste après. Le jardin botanique du Hamma est l'un des 10 plus beaux jardins au monde. Sa beauté est célébrée jusque dans les écrits de Karl Marx, André Gide, Albert Camus ou Jacques Derrida. Charles de Gaulle dira que le visiteur attentif se donne facilement l'illusion d'un voyage autour du monde. C'est dire la diversité de ce paradis végétal dont l'acte de naissance s'écrira un 30 décembre 1832. L'objectif stratégique derrière
l'établissement de ce jardin ne fut pas la création d'un jardin luxuriant, mais d'une pépinière centrale qui allait se charger d'introduire des espèces des différents continents, surtout les zones tropicales et subtropicales pluvieuses. Avec une superficie de 32 hectares, j'ai choisi pour vous 7 points forts à ne pas rater. Du point de vue structure architecturale, il se compose de 2 grands styles. Le premier, c'est le jardin au style français. C'est un jardin régulier ouvert à la française. C'est un jardin très classique, là où c'est une parfaite illustration donc, de beaucoup de caractères qui, lorsqu'ils sont réunis, vont définir avec précision le jardin régulier ouvert à la française, là où apparaissent les formes géométriques des parcelles avec des plates-bandes bien fleuries, une symétrie et une très belle perspective qui n'est définie que par les limites de l'horizon de la Méditerranée. À son opposé, le jardin au style anglais où vous attendent des troncs d'arbres aux formes tortueuses. Nous sommes au cœur du jardin anglais communément appelé, mais en termes d'architecture, en termes de paysagisme, c'est un jardin paysager ombragé, là où la densité de la plantation est plus accrue, là où on sent une certaine fraîcheur, surtout lorsqu'il fait des canicules l'été. Le phototropisme, c'est un phénomène qui apparaît chez toutes les espèces végétales, surtout ceux qui possèdent un stipe. Je fais allusion aux palmiers, aux cycas. Là où nous sommes au niveau du carré des cycas, avec les 3 espèces de cycas plantées. Là où il y a ce phénomène-là qui apparaît très nettement, le phototropisme, qui consiste que chaque fois un arbre, un arbuste ou une espèce végétale, en déficience en matière d'énergie solaire, elle est obligée d'orienter sa partie supérieure vers l'entrée du soleil. Les allées ont fait la réputation de ce jardin. Il dispose de 3 grandes allées. L'allée des Platanes est plantée en 1845 avec un total de 113 arbres. L'allée des Platanes, plantée en 1845, en référence aux 3 espèces plantées au niveau de cette allée le long de 500 mètres, le Platanus orientalis de son nom latin, le Platanus occidentalis et un croisement entre les 2 espèces, un hybride. L'allée des Dragonniers daterait de 1847, originaire des îles Canaries et qui sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. L'allée des Dracena draco, en référence à l'espèce plantée, c'est une espèce qui n'est pas du tout cosmopolite, donc son endémisme est très restreint, pays d'origine c'est les îles Canaries, avec un entrelacement et un enchevêtrement du branchage qui n'est que le résultat d'une taille esthétique, une taille de formation qui va donner cette architecture et l'impression qu'on est en train de parcourir un tunnel naturel. L'allée des Ficus, plantée en 1864, se compose de 161 arbres. La racine pourrait être aérienne, qui au contact du sol, elle va changer de forme et de fonction en redevenant des troncs de support supportant les ramifications horizontales de cet arbre-là. On ne peut visiter le jardin sans voir les lianes du Ficus retusa ou voltiger tarzan. Ce fabuleux arbre attire de nombreux visiteurs. Derrière moi, donc, un arbre très remarquable, voilà, très célèbre par son appellation commune. Ceux qui fréquentent le jardin arbre de Tarzan, du fait qu'il a abrité les premières séquences de la série du fameux film de Tarzan en 1932. Pourquoi 1932? C'était la célébration du centenaire de la création du jardin. La diversité des arbres, en fait.
Dès que vous passez d'un endroit à un autre, c'est comme si vous changiez d'un continent à un autre. Vous passez de l'Asie à l'Afrique, à l'Amazonie. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Non. Magnifique jardin. Magnifique jardin. J'en connais pas un plus beau. J'ai fait plein de jardins en France, j'en connais pas un plus beau. Au sein de cette luxuriante verdure se trouvent 4 statues de l'artiste Émile Godissart, qui a enrichi par ses œuvres le jardin, mettant en évidence la culture algérienne. L'autre point fort du jardin, pour les amoureux des animaux, est le zoo, véritable conservatoire d'une faune sauvage en captivité. Alors bienvenue dans ce joyau botanique ou simplement le paradis terrestre. C'était donc une virée du côté du jardin d'essai. C'est la Mia Boudbouda qui était notre guide ce matin. Nous allons rester dans le monde vert, dans l'environnement vert, dans le coin vert, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de sol, de comment préparer le sol pour les passionnés, donc de sol et ceux qui ont la main verte, surtout, pas comme moi. Et nous en parlons en compagnie de notre amie, cette fois-ci, Khawla Belhimer. Khawla, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors Khawla, on va se retrouver chaque samedi désormais. Exactement. N'est-ce pas? C'est le cas. Alors là, en t'accompagnant, on va apprendre à avoir la main verte. Hein, du moins, j'espère. Du moins, j'espère. Voilà, ça fait 20 ans que je fréquente Amal Almi et j'arrive toujours pas à avoir la main verte. Cette fois-ci, ça sera le cas. J'espère. Tu vas pouvoir apprendre. Inch'Allah. J'espère. En tout cas, moi, je plante et après, j'oublie. Après, avec la plante, je te dis pas comment elle devient après. Non, ça sera pas le cas. Inch'Allah. Ah, ça va. Allez, je commence à prendre mes cours dès aujourd'hui. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par le commencement. Mais on commence par le sol. Donc, c'est l'environnement le plus important donc, pour l'épanouissement de la plante d'une manière générale. Alors le sol, c'est quoi? Exactement. Donc avant de commencer, j'aimerais souligner que par exemple, lorsqu'on prend l'exemple de l'architecte, par exemple, avant qu'il installe son bâtiment, il doit faire toute une étude pour savoir, c'est-à-dire son terrain. Et c'est presque la même chose. Exactement. Et c'est la même chose pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il doit connaître son sol et surtout les caractéristiques du sol afin de mieux architecturer, je dirais, sa parcelle en termes de culture. Et cela dit que si on veut donner, scientifiquement parlant, qu'est-ce que c'est que le sol c'est la couche la plus superficielle, c'est-à-dire de la terre, et qui est issue de la dégradation de la roche-mère. Il est constitué c'est-à-dire de l'eau, des matières minérales, des matières organiques aussi, etc. Et donc, c'est, je dirais, l'élément de base d'un agriculteur, de l'agriculture de façon générale. Il a des caractéristiques qu'il faudra justement prendre en considération afin d'assurer une bonne production végétale ou bien un bon rendement, je dirais. Et puis voilà, donc citant l'exemple ou bien je dirais les 3 pôles ou bien les 3 caractéristiques du sol, donc les caractéristiques biologiques, donc il faudra que notre sol, c'est-à-dire il y aura tout simplement une certaine activité biologique par la présence des micro-organismes, donc c'est le cas par exemple des vers de terre. Ces petites bestioles qui aèrent le sol, donc sans passer par exemple faire le travail du sol, on utilise justement de l'agroéquipement et puis ça pollue l'environnement après tout. On a aussi des caractéristiques chimiques qui sont assez importantes dans notre sol, c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la quantité par exemple des 3 éléments importants. Citons l'exemple de NPK, donc l'azote, phosphore et le potassium. D'accord. Mais aussi les caractéristiques physiques, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place n'importe quelle culture, faudra savoir est-ce que j'ai la bonne structure et la bonne texture du sol. Et d'ailleurs, donc, quand on parle de texture, par exemple, un sol, on va dire, marqué plus par le sable, par exemple, ou pas. Exactement, on parle de ça. Voilà, sable, aimant, argile. D'accord. Donc, ce sont les. Très bien. Alors, tu nous as ramené une vidéo pour mieux, comprendre les caractéristiques. Apparemment, le sol, c'est tout un module qu'on étudie au niveau de l'INA. Oui, c'est un module. Spécialité. Exactement, c'est toute une spécialité d'ailleurs. La pédologie. Donc, la pédologie. Donc, on comprend que c'est l'élément, on va dire, le plus important pour l'épanouissement de la plante. Certainement. Alors, on va découvrir la vidéo ensemble. Exactement. Allez, on y va. Voilà. Le sol joue un rôle crucial dans l'interface entre l'agriculture et l'environnement. Autant que substrat essentiel à la croissance des cultures, il influence directement la productivité agricole. Comprendre cette relation complexe est essentiel pour développer des pratiques agricoles durables et préserver l'équilibre écologique.
Alors, première des choses, il faudra savoir que chaque type de sol a ses propres caractéristiques. Et le fait de connaître ces caractéristiques, ça va vous aider de mieux choisir votre culture afin d'avoir cette compatibilité culture-sol. Alors, on va plonger dans les caractéristiques du sol. L'un des caractéristiques les plus importantes de notre sol, c'est d'avoir une matière organique plus élevée pour avoir une activité biologique telle que les champignons, les bactéries, les virus et bien sûr les vers de terre. Ces vers de terre qui assurent un travail du sol naturel et qui peut compenser l'utilisation des charrues, des tracteurs bien sûr, et bien évidemment limiter l'utilisation du carburant et le tassement du sol. Voici les fameuses vers de terre, ces petits ingénieurs du sol qui sont également bénéfiques pour l'agriculture, car ils favorisent la biodisponibilité des nutriments et contribuent à la régulation des populations d'autres organismes du sol. Ainsi, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique du sol et dans le soutien des écosystèmes agricoles durables. L'un des caractéristiques écologiques qu'il faudra appliquer, c'est de couvrir votre sol par un compostage ou bien des cartons, comme vous êtes en train de voir, mais aussi de faire un travail superficiel, cela dit que sans labour. Voilà, c'était donc les caractéristiques du sol que tu nous as proposées à travers cette vidéo. Juste une petite question, Khawla. C'est un étudiant, celui qui était avec toi. Oui. Donc on rappelle peut-être son nom. Oussama Chaïd. Alors Oussama, il a tenu le ver de terre dans sa main. C'est juste pour nous montrer que c'était inoffensif. C'est quoi le délire finalement? Non, c'est juste pour montrer que voilà, mon sol est assez fertile. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé. Et donc tu as un rapport très, on va dire, très amical avec les vers de terre, hein, finalement. Oui. Non, vous n'avez pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Bon. Yes. Ok, d'accord. Oui. En tout cas, c'est l'un des caractéristiques en fait, les plus écologiques qu'il faudra appliquer lorsqu'on est agriculteur ou bien quand on veut tout simplement protéger l'environnement tout en pratiquant, c'est-à-dire tout en faisant l'agriculture, c'est d'utiliser, c'est de répondre tout simplement, premièrement, aux besoins de la plante. C'est-à-dire que si on connaît bien notre sol, si on connaît bien l'historique du sol, ça va nous aider à l'installation de la prochaine culture. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne l'exemple de la céréale, c'est-à-dire avant d'installer n'importe quelle culture céréalière, il faudra mettre en place une légumineuse. Pourquoi? Parce que la légumineuse, elle va fixer assez d'azote. Donc il y aura une quantité assez suffisante. Et là, on n'est pas obligé de tout restituer, je dirais. Et donc, lorsque la culture céréalière elle sera installée, elle va s'épanouir. Voilà. Tout simplement parce qu'elle va trouver toute... c'est-à-dire... l'environnement propice, les caractéristiques desquelles tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Et l'un des pratiques, c'est-à-dire au lieu d'utiliser justement les pesticides et tout ce qui est chimique, etc., on préfère toujours par tout simplement... oui, donc je vous ai dit qu'on préfère tout simplement d'utiliser par exemple le paillage, le compostage et de diminuer aussi le travail du sol, surtout le labour, parce que comme vous avez vu dans la vidéo, les vers de terre, ils assurent une certaine aération du sol. Donc pourquoi en fait utiliser toute une charrue et puis on sait tous que ça va polluer l'environnement. Au lieu de faire ça, ce qu'on va travailler sur, c'est le sol. On va travailler sur le sol plutôt et on va l'alimenter en termes de ces trois. La principale caractéristique, je dirais que, c'est-à-dire les caractéristiques biologiques. C'est-à-dire si on travaille sur les caractéristiques biologiques du sol, automatiquement on aura une bonne caractéristique physique et chimique. Et puis les éléments chimiques seront tout simplement disponibles. Donc finalement, c'est un cercle vicieux, c'est une chaîne. Exactement, c'est le cas. Alors tu nous avais parlé du paillage justement. Oui, donc il y a nous avons une vidéo à projeter, donc je vous invite à... Voilà, allez, on va la découvrir, on se retrouve juste après pour la commenter. Après avoir terminé son cours, le président d'EcoClub se dirige vers les parcelles afin de couvrir ces cultures avec de la paille, un résidu de culture qui tout simplement diminue le nombre de mauvaises herbes
autour de la culture principale, mais aussi qui protège notre sol de tout agressement possible. Alors, nous sommes ici à la station expérimentale de l'école, où on a effectué un essai qui consiste à comparer des différents types de paillage sur le développement de notre culture, qui est dans notre cas la courgette. Alors, les différents types de paillage qu'on a, c'est le TNT noir et le TNT blanc. Le TNT est d'ailleurs un tissu non tissé. Et on a aussi le plastique blanc et le plastique noir. Et comme vous pouvez le voir, le type de paillage qui montre plus d'efficacité est le plastique noir, à cause de sa matière qui permet de mieux retenir l'humidité du sol et sa couleur qui permet de mieux absorber les rayons solaires. Donc c'est une technique écologique, efficace et accessible à tous pour un sol plus fertile et plus sain. Voilà, donc c'était le paillage. Alors je rappelle que c'est toi-même qui as filmé tout ça avec ton téléphone. Bravo. Hein. Exactement. Finalement, bravo, montage. Alors finalement, agronome polyvalente, n'est-ce pas? Toute option. Voilà, effectivement. En tout cas, oui. Bravo. Donc ce qu'on a vu ici, c'était le paillage, c'est ça? Exactement. Oui, c'est l'une des pratiques les plus importantes qu'il faudra justement appliquer. Oui. Parce que c'est écologique après tout et c'est facile à faire. Et d'ailleurs, comme ma collègue elle vous a montré, ils ont utilisé dans la station expérimentale quatre tissus. Il y avait le TNT blanc, le TNT noir. Et comme résultat, on a su que le TNT noir, c'était lui qui donnait le plus, c'est-à-dire de bons résultats en termes c'est-à-dire de protection du sol. Voilà, une autre pratique aussi très intéressante, le compostage. Oui. On pourra voir d'ailleurs la vidéo, je vous invite à la voir ensemble. Oui. Alors, en attendant, le compostage se fait de façon naturelle, c'est ce qui est très intéressant, encore une fois, pour éviter tout ce qui est produits chimiques, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et d'ailleurs, c'est une méthode par laquelle on peut tout simplement utiliser n'importe quel déchet alimentaire, que ce soit dans la maison ou bien même... Qu'on n'a même pas besoin d'acheter, on a juste besoin d'éplucher ses pommes de terre et les garder les épluchures, des légumes, etc. Voilà, on va voir tout ça en images? Oui. Allez, on y va. Le compostage est une technique facile à mettre en place. Ça consiste à alterner entre couches d'azote et couches de carbone. Pour les couches d'azote, on peut utiliser des déchets maison, comme les épluchures de légumes. On peut utiliser l'herbe verte. On peut utiliser aussi le fumier frais. Et pour les couches de carbone, on peut utiliser la paille mouillée. Elle se dégrade plus rapidement que la paille sèche. On maintient cette alternation de couches de carbone et couches d'azote jusqu'à épuisement de nos éléments. Par la suite, on doit tout couvrir pour garder la chaleur et l'opacité à l'intérieur du compost nécessaire pour la dégradation. Voilà, c'était donc une autre pratique, le compostage, encore une fois, une pratique très intéressante, naturelle surtout. Exactement. Et d'ailleurs, c'est réalisable. Oui. Donc, c'est même réalisable à la maison. Oui, certainement. Donc, vous pouvez toujours la faire dans, je sais pas, peut-être dans des bocaux comme ça dans la maison et vous pouvez la... Voilà. C'est beaucoup plus pour restituer le sol. Très bien. En termes de matière organique surtout. Et surtout pour permettre à la plante et aux plantations de bien s'épanouir. En tout cas, merci beaucoup. Khawla, ça a été un plaisir. Alors Khawla, on va se retrouver chaque samedi désormais. Exactement. N'est-ce pas? Donc samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Oui, merci beaucoup Khawla. C'est les examens?
On est toujours en période d'examen. Donc, oui, c'est le rythme. Oui, exactement. Beaucoup de réussite. Khawla. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Voilà. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre ami Amina Ziri. Mais avant cela, on va aller du côté de Beni Mzab, donc du côté de Gherdaya pour découvrir Serwel, des Mzab ici en compagnie de Naïm Al-Walish. Et on se retrouve juste après. Dans le mzab, et c'est frappant, petits et grands portent le serwel, ce pantalon large et plissé qui fait partie de l'identité de la vallée. Ce pantalon, on l'appelle le pantalon arabe, et il représente les traditions mozabites. Il est plus confortable. Ce pantalon, on l'a hérité de nos aïeux. On l'appelle sarwal mzabi. L'on se sent très libre quand on le porte n'importe où et pour n'importe quelle occasion. Ici à Gherdaya, il faut qu'on porte ce sarwal à tout moment. On ne porte jamais de survêtement ou autre modèle. Si le serwel qui se décline en plusieurs matières et couleurs est si bien conservé, c'est que sa flexibilité est adaptée aussi bien aux travaux physiques qu'au climat torride du sud. Ce serwel, certains l'appellent serwel Gherdaya, d'autres l'appellent serwel arabe. Le pantalon que vous voyez là, par exemple, on a changé sa structure par rapport à avant. Avant, on mettait 5 à 6 plis et maintenant, c'est plus souple. Les tissus aussi ont évolué. Ils sont différents de ceux d'avant. Ici, dans mon magasin, par exemple, j'ai 3 modèles de couture. Pour celui-là, on sépare les membres et le milieu, après on les colle. En revanche, celui que je porte, que voici, est directement monté chez le couturier. Pour le premier, il faut 2 couturiers. Un seul suffit pour le second. À Gherdaya, c'est 30 cm pour les jambes. C'est standard, ni grand, ni petit. Il y en a qui demandent 35 cm, 40. Pour moi, c'est 35 cm. Ça m'aide pour le travail. À Bourouna, par exemple, c'est entre 10 et 15 cm. Les couleurs les plus cotées, c'est le beige et le gris. Avant, la matière, c'était du serge. Maintenant, c'est du crêpe et du tergal. Et pour les cérémonies heureuses, on porte le serwel immaculé. Les fêtes, voilà, par exemple, les fêtes, et le blanc, ou le crème. Mais d'où vient cet habit typique de la région? Le serwel traditionnel mozabite, c'est d'origine turque. Donc il a été modifié dans l'Algérie en général et au Mzab. Dans la région du Mzab, il y a des modifications. Il y a des poches, de l'argent, des poches pour les objets, les clés. Et il y a le serwel traditionnel de Gherdaya, il y a le serwel des nomades à côté, il y a le serwel de Benizgan, le serwel de l'Atf. Chaque qsar, ils ont un style. Ce sont les femmes recluses derrière ces murs millénaires qui façonnent ces serwels identitaires, mais dans la vallée conservatrice, il nous est impossible d'approcher ces couturières de l'ambre qui taillent des centaines et des centaines de serwels amples, symboles d'une histoire séculaire. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc Serwel de Gherdaya et c'est Naïm Al-Walish qui nous l'a fait découvrir. On va rester toujours avec le patrimoine et comme chaque samedi, notre amie Mina Ziri est parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va? Ça va? Tu vas la bien? baisse, très bien. Toujours rayonnante, Allah yabarak alayk. Masha'Allah. Allah yaslamik, Rabbi yahfazek. Ça va? Donc, très, très bien. je salue nos amis téléspectateurs en Algérie et ailleurs. Voilà, donc... Et aujourd'hui, tu es en compagnie d'un invité phare de la Casbah. Exactement. Impossible. Donc, Khaled Mahyout est un artiste qui exerce le métier de menuisier depuis l'âge de 14 ans, ayant hérité du savoir-faire de son père et de son oncle et leur sensibilité à l'architecture mauresque et néo-mauresque. Il se spécialise rapidement dans la menuiserie d'art et traditionnelle. Donc Khaled Mahyout, كنجو القصبة وكنقولوا خالد نقولوا القصبة. Ça va de soi.
الله يسلمك يعطيكم الصحة كيعرضونا. Voilà, يسلمك. Et la porte toujours ouverte, hein? الله يسلمك. N'est-ce pas? La porte toujours ouverte. Exactement. Donc, Khaled, vous êtes quand même très connu à la Casbah d'Alger. Et quand on dit Khaled Mahyout, on dit bien sûr l'atelier Taak, qui reçoit des milliers de visiteurs quotidiennement d'Algérie et d'ailleurs, même des touristes de différents pays, du Moyen-Orient et de l'Europe. Donc, il va nous donner une petite idée sur votre atelier. Bien sûr. Bon, l'atelier, c'est mon père qui l'a fait. Ou mon père, l'ami, صغير عليه. بون راه شاهد هذاك وبابا كان يخدم توجور في لاري شامبو عند فيرديرون وعمهم حنا نقولوا عمي سي نورمال هو اللي بداها كان يخدم عند صباتي ومن بعد هبط من بومرداس لالجي ولا يخدم عند ديرافور خدم عنده بزاف عمي هذايا خدموا لا كروند بوست لا بريفيكتور الجيري بيبليكان وساو كاع شو دابا لامي دارسها ومن بعد en 36 عاودوا لي غاليري دوك الميزي ماما هذا il a été garage Maillard من بعد il a été transformé comme commercial خدموه سماوه لي غاليري دو فرانس en 36 une année كملوه بلي زاسونسور بالباركي شيخ بابا الله يرحمه خدم معاهم الباركي بوانشان ولا منا ومن بعد هذيك انا عمي راح لفرنسا ان 47 دايم الله مي مرتو قعدت تجي حتى ل 75 تجي لدارنا قاوريه وكذا تجي لدارنا وكذا منا حتى الله فان تاع عماتي انا كبيره هاكي وما نساوش اللي يخدموا معاهم كان بزاف انا واحد قلت له رشيد قسمطيني كان يخدم سكيلتور معاهم واو قال لي نعرفو يغني قلت له ما لا شوف يغني شونت بحري سكيلتور كوميديان قلت له دار كلش هذاك سي ان ارتيست كومبلي على الكلام ما كاش قعد قلت لهم ولاد علال وليدو سي 40 بزايد وولادو راهم يخدموا التور يخدموا قعدوا دائما في الميتي Donc, justement, Nour El Houda, je voulais juste parler d'un truc très très important. Le métier Hada, c'est-à-dire la menuiserie traditionnelle chez les Mahyout, a été transmis de génération en génération. Son oncle, il a laissé aussi son empreinte sur les endroits emblématiques tels que la Grande Poste. Et la wilaya d'Alger aussi. Algérie Publicain, la Médersa, داروا بزاف كاين اللي ما نسيتهم خاطش وساو دي كرون بورت على غيديز اللي كان لاري بن مهدي دوك حنا نقولوا لاري بن مهدي رحمه الله رحم كاع الشهداء وساو دي كرون بورت مازالوا من دوك تشوفي تقولي هاد العباد اللي خدموهم وقيلا ما نشاف عندهم يديهم des œuvres d'art, de véritables œuvres d'art. Donc justement Khaled, excusez-moi, je c'est un frère, c'est un ami. C'est un ami, hein. Justement. Voilà. لا لا مرحبا بك. الله يسلمك. وكاغير وسوق قال لي نور الهدى. Voilà. جينا Exactement. Je suis passée sur plusieurs reportages. Il est passé avec nous sur le plateau. Plusieurs fois. Ils se sont chez lui. Il est chez lui. أنا هنايا يعرفوني والفت. خلاص كي نجي نعرف. Canal Algérie aussi qui fait en ce moment un travail fabuleux pour tout ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel et notamment aussi des anciens métiers tels que comment dirais-je dans le bois toujours. Le bois mauresque, c'est traditionnel. Le cuivre. Ah oui, il y a le cuivre. Voilà, on peut encaster, encastré, c'est majorité. Des pièces, la sculpture sur صدف كان صدف كان عمي حامد قبطان الله يرحمه يخدم بالصدف وكان يجيبوا له بومدينه رحمه الله. C'est les coquillages, c'est ça? وي يجيب تاع البحاره تاع البحر يجيبوه من الفون ويقطعوه وكذا منا هو اللي يخدم لا بريزيدونس كاع. انا كنت صغير نروح معاه ناخذوا لا بريزيدونس. سي ان غران ارتيست عمي حامد اللي ني 1911. وكي نقولوا سيدي محمد شريف والقصبه. سيدي محمد شريف يقول لك السره تاع القصبه اللي جاي للوسط هكذايا ومن بعد القصبه دايره عليه. وسيدي رمضان قدامها. سيدي رمضان سي نورمال قديم. سيدي رمضان فايت 9 قرون فايت.
Il a été restauré, il a été très, très oui, il bien a été restauré deux fois. Oui. Quand on dit aussi l'atelier de Khaled, c'est-à-dire il fait un travail vraiment fantastique. On trouve le bois, il conçoit aussi du mobilier dans le style néo-mauresque. Son art s'étend à tout ce qui est la restauration du vieux bâti, celle de la boiserie aussi. C'est quoi votre rôle, Youm? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? Donc, حنا مازال نديرو كيما دي بارافون دي ميروار دي غروند ميروار دي فوا يجيبوا لنا عباد اللي يعرفوا يجيبوا لنا دي شوز موبل هكذايا عنده 100 سنه يقول لك الا تقدر تخدم لي بحالو ما نخدموا بحالو بصح انا نسينيه له مخدوم في 2000 ولا ما خلوهش يقول لك نسينيه باسكو حاجه قديمه نورمالمون شويه فيها باش نواسيوها لازم انا خدمت ان بارافون القاوري إيريك نحولوا في لادوان وعندهم الحق عن بالهم مسروق وي خاطش انت قديمه وكذا ومسيني وانا ما عطيتوش لا فاكتور ما دوموندانيش ومن بعد قاعد مبروكي في المطار البارافون تاعو Ça prouve surtout la finesse du travail. فوالا الله يسلمك ومشاربي وكذا جا قال لي خالد بون اسك شوي ان بو داير باسكو جي با دوموندي لا فاكتور اسك tu peux faire la facture قلت له واش تو في قال لي باسكو لو بارافون il est bloqué à l'aéroport avec la douane il m'a dit voilà c'est un objet d'art c'est un objet qui était au musée alors j'ai fait une facture avec une carte visite ils ont donné le paravent, mais après j'étais convoqué. J'étais bien content parce que on comprend que nos œuvres sont bien protégées. بارك الله فيك. أنا قصرت مع الديوان هذاك قال لي يا أخي احنا عبالنا سرقوه وباعوه له وكذا قلت له يا خويا والله غير أنا سوي كونتون هكذا كي جيت أنا والله غير افيك بليزير. قال لي دوك حنا عرفناك يبقى خليت لهم كارت فيزيت يحبوا يسحقوني خدمت لهم سي هذه جامي يقول حاجه هذه ماشي مليحه وهي مليحه لينا مليحه للبلاد مليحه لكل شيء ما عليك. Nour El Houda, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter la Casbah d'Alger? Oui, plusieurs fois et à chaque fois que je vais à la Casbah, eh ben, il faut passer chez Khaled Mahiout. Voilà, donc on ne peut pas visiter la Casbah et l'atelier de Khaled sans visiter sa belle maison qui est Alors, lorsque je suis partie chez Khaled il y a quelques années de cela, vous n'aviez pas encore aménagé la maison, mais il nous a quand même fait visiter. Hakdak très très généreux. Khaled Mahiout nous a fait monter à la terrasse. On a il nous a même permis de prendre des prises de vue de la Casbah. Vous avez certainement eu l'occasion et la chance de goûter aussi à nos plats traditionnels algériens. On ne peut pas passer à côté. البوريك الشربة تاع الحجاج تاعنا تاع زمان الله يرحمهم exceptionnel. Exactement. Donc c'est une occasion pour nous d'inviter nos téléspectateurs, aussi les touristes qui nous suivent en ce moment, que ce soit en Arabe, plutôt au Moyen-Orient ou en Europe, pour visiter l'Algérie. Et ces derniers temps, Khaled il vient de me dire qu'il reçoit quotidiennement des touristes, même de différents pays d'Europe. Différents pays où ils chauffent bonjour d'Algérie, يقول أنا شفناك وكذا ومنا ونا alors ça fait plaisir أنا والله ça fait plaisir نيشان تاعنا يشوفوها في الخارج. كان وحده اسمها عيشه لو ساندي قالت لي وحده تزوق عليا ماروكان افيك تونيزيان عيشه شوفي يخدموا قالت لي واحد الخطره وراوك قالت لي بديت نزقي من البالكون عن بالهم كش ما صرا لها يبان كي جاو حكموني اون بلان الاخر يوروا في القصبه ويوروا في لاتولي يوروا كذا قالت لي جيتي كونطون خالد قالت لي انا قلت نهار نحبط لالجيري نروح نشوفوا بنت لوسان دي هي إبان جات مع بناتها جات فرحانه تصورت معانا وكذا قالت لي برت لي قلبي مع الصحه ليه بالك يا حمودي. Je tiens aussi à dire que Khaled Mahiout, ce métier, la menuiserie traditionnelle a été transmise de génération en génération.
4 oui. générations. Oussama وزكريا. الله يبارك. دونك il y a un proverbe arabe qui dit ابن الوز عوام وانت ولادك الله يبارك. Voilà, exactement. Donc ولادك راهم خلاص. Vous avez assuré quand même la continuité de ce نكروها métier. بزاف واسمك امينه يقول لك صنعت بوك ولا يغلبوك تعلم الصغير خير من كبير كما يقول هذيك البنت نخدم يا صغري كبري وصغير كبري الكبري ويا راحه وحنا ان شاء الله Ça, c'est la richesse finalement du patrimoine oral, encore une fois, de باش la نديروا الخير Exactement. نعيشوا باش نديروا الخير هذا ما Et ce qui est important aussi, Nour الهدى, في خالد محيوت, à chaque fois, quand même, il assure sa disponibilité pour transmettre ce métier. Les jeunes, la jeunesse, اليوم, صح quand même, اللي تحب تعلم هذا. كاين نسلم عليهم كيما عز الدين او في اسبانيا راح يقطع العنب قالوا لواحد انا نخدم مينويزي بان داه ولا يخدم مينويزي انا قلتها لها الامينه ويخدم مينويزي كاين الياس الله يرحمه كاين عادل فرنسا يبعث لي سلام يجي لعندي زرفاوي نوض فامي يجي فرحان تعلم لا مينويزي راح يخدم فرنسا ولا ويوري لهم كاين واحد اخر فيصل او في طاليان وقيله ولا في اسبانيا في طاليان بون ما يبوجيو وراحوا بكوارتهم بيتي وكذا منهم يخدمهم كبار مزوجين وخداو جزيريات ما خداوش دي زيطونجي. Justement, ce que je voulais savoir, Nour الهدى, est-ce que ces jeunes ils sont prêts à prendre ce métier? اللي يحب بيان سور اللي يحب تعجبه كان يجوني بنات والله غير يجوني بنات دي في يقول لي عم وحده قالت لي عندي ماجستير غير كيما قالت لي ماده بيا وكنصيب كاش نتعلم مع عندكم كذا قلت لها بصح نو اون بو با هكذا نونجاجيوك كاين لا شومبر دو ميتي كاين لا بيسي كاين لاسيغونس بون هادو يسون ان شارج عليهم يعني الحق انا ما نخلص والو عليهم مام يعطوهم بتيت باي هكذايا قلت لها لا شومبر دو ميتي لا بيسي ولو سونتر تروح توري لهم واش تعلمت دو فوا بار سيمان ولا اون فوا ما شفتش الوغ دوك كاع لازم كاد دوسي واحده عندي بلي هاد البنيته ولا هاد الجن عندي هاي كيفاش ويتعلموا ما حبوش لو مالو يحبوا غير لا باتيسري الماكله وكذا مانيش عارف هي مليحه مي لازم يتعلموا الميتي يتعلموا لا ماسونري يتعلموا البوا يتعلموا يبقى القصبه نخدموها يتعلموا يخلطوا الجرب بالسيمان والرمل وكذا يخدموا. Très très jolie photo d'ailleurs que nous avons. Dans la terrasse, oui. Voilà, dans la terrasse, effectivement. Khaled Mahiout, alors il y a la régie qui se pose une question depuis tout à l'heure. Qu'en est-il du chat de l'atelier? Le chat. Le chat. Le chat. Le chat, c'est le chat blanc هذاك لا عندي. Une question de Amel qui adore les effectivement. Bon هذاك le chat هذاك عنده 8 mois ملي جا. تاع فوازان. ولا ما شاف جا عندي وليدي يستكلف به. يعطي له لي كروكات يعطي له كذا دا فاكسينا جاب الكارني هذاك السيد عطالو الكارني ديالو ديباس 15 Donc Khaled Mahiout il est menuisier d'art il est aussi guide يعرف القصبة حومة حومة دار دويرة زنيقة واللي يجي القصبة لازم يجي لازم بكري حاشا اللي يتبع لا كافاليري يخرج خاطر كاين ليزامبل دوكا طاحت بكري ماشي طايحه يتبحر قدامنا يقول اسمع تبع هذوما يتبعهم يسيب روحه في سوسطاره يسيب روحه في باب جديد يسيب روحه في تحت شهاده يسيب روحه في باب عزون دونك خلاص انا ركبت منا سي جيت منا. Pour dire aussi qu'il ne faut pas s'aventurer avec la caspa, il faut toujours quand on connaît pas on se déplace avec la présence d'un guide, n'est-ce pas? هذاك هو الباتريمون تاعنا ما كاش الكرارس. Exactement. سواء تحملي على ظهرك سواء عندك يعطيك الصحة خالد. Merci Nour الهدى. En tout cas, ça a été un plaisir. والله الplaisir est partagé. خالد ربي يوفقك إن شاء الله. Merci d'être venu. إن شاء الله نكونوا خفاف برك. Toujours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été passé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Khaled Mahiout. Amina, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Déjà lundi. Lundi, Inch'Allah, avec Radio Maali. Et puis samedi, Inch'Allah, pour un autre voyage dans le patrimoine. Inch'Allah, merci beaucoup pour l'accueil. Amina, très belle continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons. Ah, ça c'est vrai. عندي شيخ بابانية On n'en doute pas. كيسمع قسما On n'en doute pas. كامل نبكوا. صح. كيسمع قسما يقول لي نوض نقول له علاه يقول لي نوض وقف مرتو غير حنا وياه وخويا الله يرحمه يقول لي قلنا نوض علاه
عطوا في دماغه تسمى كي كانت تبدا على 6 تخلص على 12 تاع الليل سي فغي سي فغي الو الريس ما قسم على 6 وكي تخلص لازم نوضوا voilà c'est par respect à l'hymne national. En tout cas, merci beaucoup et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous, très bonne semaine. Je vous retrouve le week-end prochain et notre ami Radia Boulmaali sera aux commandes dès demain à partir de 8h. Au revoir.